connaissez cette sensation étrange d'être indispensable mais jamais vraiment choisi? Les évitants vous utilisent pour guérir leurs blessures, et ils le font de manière si naturelle que vous ne voyez rien venir. Ce n'est pas de la manipulation consciente, c'est quelque chose de bien plus sophistiqué, de bien plus invisible. Ils arrivent dans votre vie comme des archéologues émotionnels, cherchant des fragments de ce qu'ils ont perdu il y a longtemps. Et vous êtes le site de fouille. Regardez comme ils vous observent quand vous aimez naturellement. Cette façon qu'ils ont de vous étudier quand vous montrez de l'affection sans calcul, quand vous êtes vulnérable sans peur, quand vous vous donnez sans compter. Ils ne vous regardent pas comme quelqu'un qu'ils aiment. Ils vous regardent comme quelqu'un qui sait encore comment faire quelque chose qu'ils ont oublié. Il y a quelque chose dans leur regard, une sorte de fascination mêlée d'envie, comme si votre capacité à ressentir était un super pouvoir qu'ils aimeraient retrouver. Ils vous observent pleurer devant un film, ils notent comment vous vous inquiétez sincèrement pour vos amis. Ils analysent votre façon de dire « je t'aime » sans attendre de retour immédiat. C'est troublant de se sentir étudié plutôt qu'aimé. Cette impression permanente d'être sous le microscope de quelqu'un qui apprend à travers vous comment redevenir humain. Vous êtes leur manuel d'instructions émotionnelles vivant, et vous, dans votre générosité, vous interprétez cette attention comme de l'intérêt romantique. Vous pensez qu'ils vous trouvent spécial. En réalité, ils vous trouvent utile, fonctionnel, opérationnel pour leur processus de réparation intérieure. Vous confondez leurs besoins avec leurs désirs, leur nécessité avec leur choix. Et cette confusion vous coûtera cher, parce qu'elle vous fait accepter des miettes d'affection en croyant recevoir un festin d'amour. Parce que voilà ce qui se passe vraiment. Ils ne tombent pas amoureux de vous. Ils tombent amoureux de votre capacité à aimer. Il y a une différence abyssale entre ces deux choses, et c'est exactement cette différence que vous ressentez, mais que vous n'arrivez jamais à nommer. Cette sensation bizarre que quelque chose cloche, que vous êtes proche mais distante, présente mais pas vraiment vue, aimée mais pas vraiment choisie. Comme si vous étiez toujours en audition pour un rôle que vous n'obtiendrez jamais vraiment. Vous devenez leur laboratoire émotionnel, l'endroit sûr où ils peuvent tester s'ils sont encore capables de sentir quelque chose, s'ils peuvent encore faire confiance, s'ils peuvent encore risquer l'intimité. Mais toujours avec une sortie de secours, toujours avec cette distance invisible qui leur permet de partir quand l'expérience devient trop réelle. Et le plus troublant, ça marche. Ils guérissent vraiment à travers vous. Ils retrouvent des parties d'eux-mêmes qu'ils croyaient mortes. Ils apprennent à nouveau comment recevoir de l'amour, comment accepter la tendresse, comment faire confiance à quelqu'un. Vous voyez leurs progrès, leurs petites victoires émotionnelles. Cette façon qu'ils ont de s'ouvrir de plus en plus, de vous faire confiance, de montrer leur vulnérabilité. Et vous vous dites que c'est votre histoire d'amour qui s'épanouit. Chaque sourire authentique, chaque moment de vulnérabilité partagée, chaque « merci d'être là » vous convainc que vous êtes en train de construire quelque chose de précieux ensemble. Vous collectionnez ces moments comme des preuves d'un amour naissant. Mais voici ce que vous ne réalisez pas encore. Quand cette guérison sera complète, quand ils auront retrouvé leur capacité à aimer, ils partiront la pratiquer ailleurs. L'indépendance, c'est leur religion. Ils en parlent comme d'autres parlent de liberté ou de bonheur. Je n'ai besoin de personne devient leur mantra, leur identité, leur bouclier. Mais derrière cette façade de self-made person émotionnelle se cache une vérité bien différente. Ils ont eu peur, très peur, et cette peur s'est fossilisée. Vous savez ce qui crée un évitant? Un enfant qui a appris que montrer ses besoins était dangereux. Pas forcément à cause de parents méchants ou absents. Parfois, c'est juste des parents débordés, stressés, qui ont donné le message que les émotions étaient un fardeau de trop. Arrête de pleurer, on n'a pas le temps. Tu es assez grand maintenant. Débrouille-toi. Je ne peux pas m'occuper de ça maintenant. Des phrases innocentes, dites sans méchanceté, mais qui sculptent l'âme d'un enfant comme l'eau sculpte la roche. Alors cet enfant a développé une stratégie de survie brillante, ne plus rien demander, ne plus rien attendre, se suffire à soi-même. Et ça a fonctionné. Pendant des années, des décennies même. Mais voilà le problème avec les mécanismes de survie. Ils ne savent pas s'arrêter quand le danger est passé.
Ces personnes arrivent à l'âge adulte avec une capacité remarquable à être autonomes, fonctionnelles, parfois même brillantes professionnellement. Elles sont souvent séduisantes justement parce qu'elles n'ont pas l'air d'avoir besoin de vous. Elles ne collent pas, ne demandent pas de compte, ne font pas de crise. Le rêve, non? Elles ont cette aura mystérieuse de quelqu'un qui a sa vie bien en main. Elles donnent l'impression d'être complètes, achevées, sans faille. Elles ne vous bombardent pas de messages. Elles ne vous demandent pas où vous en êtes dans la relation. Elles respectent votre espace. Au début, c'est rafraîchissant, après toutes ces relations collantes que vous avez pu vivre. Cette distance vous séduit. Enfin, quelqu'un qui ne vous étouffe pas, qui ne vous demande pas de compte, qui vous laisse respirer. Vous prenez cette froideur pour de la maturité émotionnelle, cette indifférence pour de la confiance en soi. Sauf que, derrière cette autonomie apparente, il y a un enfant qui meurt de soif d'affection, mais qui a oublié comment demander à boire. Un enfant qui observe les autres vivre des relations intenses et se demande comment ils font pour avoir l'air si vivant. Et c'est là que vous entrez en scène. Parce que vous savez aimer sans condition. Vous savez donner sans compter. Vous savez être présente sans envahir. Vous êtes exactement ce dont ils ont besoin pour réapprendre ce qu'ils ont oublié, mais de manière sécurisée. Vous n'êtes pas menaçante, vous êtes pratique. Ils peuvent s'entraîner sur vous, tester leurs limites, voir jusqu'où ils peuvent aller dans l'intimité avant que ça devienne trop effrayant. Et quand ça devient trop intense, ils savent qu'ils peuvent prendre leur distance sans que vous partiez définitivement. Vous êtes leur zone d'entraînement émotionnel. Et le plus pervers dans tout ça, ils ne le font même pas consciemment. Ils croient sincèrement être en relation avec vous. Ils croient sincèrement ressentir quelque chose de spécial. Et ils ressentent quelque chose de spécial. Mais c'est la sensation de guérir, pas celle d'aimer. Dans leur esprit, ils vivent enfin quelque chose de sain, quelque chose qui leur fait du bien. Ils confondent le soulagement de ne plus souffrir avec le bonheur d'aimer. Ils prennent leur convalescence émotionnelle pour une renaissance sentimentale. Et vous devenez complice de cette illusion parce qu'elle vous donne l'impression d'être indispensable. Vous préférez être nécessaire plutôt que de risquer d'être insignifiante. Alors, parlons de votre rôle dans cette équation, parce que vous n'êtes pas juste une victime passive dans cette histoire. Vous êtes devenue, sans le savoir, la thérapeute non diplômée de quelqu'un qui refuse catégoriquement d'aller en thérapie. Vous avez remarqué comme ils vous testent? Pas de manière évidente, bien sûr. C'est plus subtil que ça. Ils vont vous raconter quelque chose de personnel et observer votre réaction. Ils vont créer un petit conflit pour voir si vous allez partir. Ils vont disparaître quelques jours pour vérifier si vous allez les harceler de messages ou rester calmement disponible. Chaque test que vous passez leur prouve qu'ils peuvent vous faire confiance un peu plus. Chaque fois que vous ne les jugez pas, ne les abandonnez pas, ne les envahissez pas, ils se rapprochent d'1 millimètre de plus de leurs émotions. Ces tests, au début, vous les trouvez même touchants. Il me teste parce qu'il a peur, c'est mignon. Vous rationalisez leur comportement comme des signes de vulnérabilité. Et d'une certaine manière, c'est vrai. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que vous êtes devenu un cobaye émotionnel. Vous passez ces tests avec brio, fier de votre patience et de votre compréhension. Sans réaliser que chaque test réussi vous enfonce plus profondément dans un rôle de soignante plutôt que d'amoureuse. Vous devenez leur safe space émotionnel, l'endroit où ils peuvent déposer leur vulnérabilité sans risque de jugement ou d'abandon. Et vous êtes probablement très fier de ça, non? De cette confiance qu'ils vous accordent? De ce côté privilégié de leur personnalité qu'ils ne montrent à personne d'autre? Vous vous sentez élu, choisi, spécial. Il ne se confie qu'à moi. Il n'est vraiment lui-même qu'avec moi. Je suis la seule à voir sa vraie nature. Ces pensées vous donnent l'illusion d'une intimité unique, d'une connexion privilégiée. Vous portez cette responsabilité comme un badge d'honneur. Être la gardienne de ses secrets, la confidente de ses peurs, la seule à comprendre sa complexité. Cela vous fait vous sentir exceptionnel, irremplaçable. Mais voici ce que vous ne voyez pas. Pendant qu'ils déposent leur vulnérabilité chez vous, ils ne prennent jamais les vôtres en charge. Cette relation fonctionne dans un seul sens. Vous donnez, ils reçoivent et traitent l'information émotionnelle à distance. Ils rentrent chez eux et digèrent ce qu'ils ont appris sur eux-mêmes grâce à votre miroir.
Avez-vous remarqué comme vos propres problèmes semblent les mettre mal à l'aise, comme ils changent de sujet quand vous exprimez une difficulté, comme ils deviennent soudain occupés ou distants quand vous avez besoin de soutien? Vous leur servez à comprendre qu'ils peuvent encore ressentir de la tendresse, qu'ils peuvent encore faire confiance, qu'ils peuvent encore désirer quelqu'un. Mais tout ça, ils l'apprennent en vous observant, pas en s'investissant avec vous. C'est comme si vous étiez leur manuel de formation « Comment redevenir humain ». Ils étudient vos réactions, vos façons d'aimer, vos manières de gérer les conflits. Ils prennent des notes mentales sur tout ce qui fonctionne, tout ce qui leur fait du bien. Et pendant ce temps, vous tombez amoureuse du potentiel que vous voyez en eux, de ces moments où ils laissent tomber leur défense, de cette vulnérabilité qu'ils ne montrent qu'à vous. Vous tombez amoureuse de la version d'eux qui émerge quand ils sont avec vous. Mais cette version, c'est votre création. C'est le résultat de votre travail émotionnel. C'est eux en cours de guérison, pas eux guéris. Et voilà la partie qui va vous faire mal. Quand cette version sera stable, quand ils auront intégré ces nouvelles capacités émotionnelles, ils n'auront plus besoin de votre laboratoire. Parce que c'est exactement ce que vous êtes devenu. Un laboratoire, un espace d'expérimentation, un terrain d'entraînement pour quelqu'un qui apprend à redevenir humain avant d'aller pratiquer ses nouvelles compétences ailleurs. Il y a quelque chose de profondément injuste dans ce processus. Ils guérissent, vraiment. Grâce à vous, ils retrouvent leur capacité à ressentir, à faire confiance, à s'ouvrir. Mais cette guérison ne vous inclut pas. Elle se fait à travers vous, pas avec vous. C'est ça, la guérison unilatérale, la guérison à sens unique. Vous assistez à leur transformation en première ligne. Vous voyez comment ils deviennent progressivement plus ouverts, plus vulnérables, plus capables d'intimité. Et naturellement, vous vous dites que c'est grâce à votre relation, que c'est la preuve que vous êtes spécial, que vous avez réussi là où les autres ont échoué. Vous documentez mentalement chaque progrès. Il m'a dit qu'il m'aimait pour la première fois. Il m'a présenté à ses amis. Il a parlé d'avenir avec moi. Chaque étape franchie vous conforte dans l'idée que vous construisez quelque chose ensemble. Vous créez une chronologie de votre réussite, comme un scientifique qui note les progrès de son expérience, sans voir que vous êtes à la fois le chercheur et le cobaye de cette expérience. Mais voici la réalité brutale. Vous n'êtes pas leur partenaire dans cette guérison. Vous êtes leur outil. Ils apprennent à aimer en vous observant aimer. Ils apprennent la confiance en testant la vôtre. Ils apprennent l'engagement en profitant du vôtre. Mais tout cet apprentissage se fait de manière parasitaire. Ils prennent ce dont ils ont besoin sans rien donner en retour de substantiel. C'est comme regarder quelqu'un apprendre à conduire sur votre voiture. Ils progressent, ils deviennent de plus en plus habiles, mais vous restez toujours passagère, jamais conductrice de votre propre histoire. Et le plus cruel, plus ils guérissent, plus ils deviennent attractifs pour les autres. Cette nouvelle capacité émotionnelle qu'ils développent grâce à vous, elle les rend soudainement disponibles pour de vraies relations. Des relations où ils pourront enfin donner autant qu'ils reçoivent, mais pas avec vous, parce que vous représentez leur période de convalescence émotionnelle. Vous êtes associés à leur fragilité, à leurs besoins, à leur processus de guérison. Et une fois guéris, ils veulent tourner la page sur tout ça. Ils veulent tester leur nouvelle capacité d'amour avec quelqu'un qui ne les a jamais vus vulnérables, quelqu'un qui ne connaît pas leurs blessures, quelqu'un avec qui ils peuvent partir sur de nouvelles bases, forts de tout ce qu'ils ont appris grâce à vous, quelqu'un qui les découvrira dans leur version 2.0, la version améliorée, la version que vous avez contribué à créer mais que vous ne bénéficierez jamais. C'est la cruelle ironie de cette situation. Vous faites le travail de réparation, mais quelqu'un d'autre récolte les fruits de votre labeur émotionnel. Vous êtes l'architecte de leur renaissance, mais vous ne vivrez jamais dans la maison que vous avez construite. C'est comme si vous étiez leur kinésithérapeute émotionnel, indispensable pendant la rééducation, mais qui disparaît une fois que le patient remarche normalement. Et eux, ils ne voient même pas la cruauté de ce processus. Dans leur esprit, ils ont vécu quelque chose de beau avec vous. Ils vous seront toujours reconnaissants. Vous avez été importante dans leur vie. Mais maintenant, ils sont prêts à vivre leur vraie vie. Leur vraie vie. Comme si ce que vous avez partagé n'était qu'un stage de formation. Et maintenant, voici la partie qui fait le plus mal. Le moment où ils partent. Mais pas comme vous l'imaginez. Pas dans un grand éclat.
Pas avec une dispute mémorable, non. Ils partent par degrés. Ils s'estompent graduellement de votre vie, comme une photo qui pâlit au soleil. C'est l'abandon gradué, la disparition en douceur. D'abord, ils deviennent moins disponibles. Toujours une bonne excuse, le travail, la famille, les projets. Puis, les messages se font plus espacés, les appels plus rares, les rendez-vous plus difficiles à organiser. Au début, vous ne vous inquiétez même pas. Tout le monde a des périodes chargées, n'est-ce pas? Vous vous montrez compréhensive, patiente. Vous leur donnez l'espace dont ils ont temporairement besoin. Vous excellez dans l'art de trouver des excuses pour leurs absences. Vous rationalisez, vous justifiez, vous minimisez. Parce qu'accepter la réalité serait trop douloureux. Vous sentez qu'ils s'éloignent, mais quand vous le mentionnez, ils nient. Mais non, rien n'a changé. C'est juste une période chargée. Et vous voulez les croire. Vous avez besoin de les croire. Puis vous commencez à remarquer d'autres signes. Ils sont moins présents émotionnellement quand vous êtes ensemble. Ils semblent distants, préoccupés par autre chose. Leurs regards ne vous cherchent plus comme avant. Leurs câlins sont moins longs, leurs baisers moins intenses. Mais la vérité, c'est qu'ils n'ont plus besoin de vous de la même manière. Ils ont intégré tout ce qu'ils pouvaient apprendre de votre relation. Ils ont réparé leurs mécanismes émotionnels. Ils sont prêts pour autre chose, quelqu'un d'autre. Et voici le détail qui va vous briser. Souvent, ils commencent à s'investir ailleurs pendant qu'ils sont encore avec vous. Pas forcément de manière physique, mais émotionnellement. Ils testent leurs nouvelles capacités sur d'autres personnes. Des personnes qui ne les connaissent pas en mode réparation. Des personnes qui les découvrent dans leur version 2.0, la version améliorée, la version que vous avez aidé à créer. Vous remarquez peut-être qu'ils parlent de nouvelles personnes dans leur vie. Des collègues, des amis, des connaissances. Ils semblent enthousiastes quand ils évoquent ces nouvelles connexions. Leur énergie change. Ils redeviennent vivants, pétillants, comme ils l'étaient avec vous au début. Cette énergie que vous reconnaissez douloureusement, cette étincelle dans leurs yeux quand ils parlent de quelqu'un d'autre, cette même étincelle qu'ils avaient quand ils vous découvraient, vous. C'est comme regarder votre ex porter la robe que vous lui avez offerte à un rendez-vous avec quelqu'un d'autre. Sauf que là, c'est pire. C'est votre ex porter la capacité d'aimer que vous lui avez redonnée avec quelqu'un d'autre. Ils partent quand ils sont prêts, pas quand vous êtes prête, pas quand la relation a suivi son cours naturel, mais quand leur processus personnel de guérison est terminé. Et le plus atroce, ils partent souvent au moment où vous pensiez enfin avoir une vraie relation avec eux, au moment où ils semblaient enfin capables de s'engager réellement. Parce que c'est exactement ça, ils sont enfin capables de s'engager, mais pas avec vous, avec la personne suivante. Mais attendez, arrêtons-nous un instant sur vous. Parce que dans cette histoire, il y a quelque chose que vous devez comprendre sur votre propre fonctionnement. Quelque chose que vous n'avez peut-être jamais voulu voir en face. Pourquoi eux? Pourquoi êtes-vous attiré par les évitants? Pourquoi cette répétition? Parce que vous aussi, vous avez vos patterns, vos mécanismes inconscients. Et il y a quelque chose dans votre psyché qui trouve du sens à être celle qui guérit, celle qui sauve, celle qui répare. Vous vous sentez précieuse quand vous êtes indispensable. Vous vous sentez aimée quand vous êtes utile. Et les évitants, avec leurs besoins déguisés de guérison, déclenchent exactement ce mécanisme chez vous. Peut-être que dans votre famille, vous étiez celle qui consolait, qui arrangeait les choses, qui maintenait la paix. Peut-être que votre valeur était conditionnée à votre capacité à prendre soin des autres. Peut-être qu'on vous a appris que l'amour se mérite en étant serviable. Vous tombez amoureuse de leur potentiel, de ce qu'ils pourraient devenir avec votre aide. Vous êtes excitée par le défi de faire fondre leur défense. Vous êtes fière d'être celle qui les comprend quand personne d'autre n'y arrive. Il y a quelque chose d'addictif dans cette dynamique, cette sensation d'être nécessaire, d'avoir un projet, un but. Vous vous sentez vivante quand vous avez quelqu'un à sauver. Sans ce rôle, qui êtes-vous? Que valez-vous? Mais voici la question qui va tout changer. Et si votre valeur ne dépendait pas de votre capacité à réparer les autres? Et si vous pouviez être aimé pour ce que vous êtes et non pour ce que vous apportez? Et si vous méritiez quelqu'un qui vous choisit, non pas parce qu'il a besoin de guérir, mais parce qu'il a envie de partager sa vie avec vous, cette idée vous fait peut-être peur, parce que si vous n'êtes pas celle qui sauve, qui soigne, qui répare, qui êtes-vous?
Cette peur est normale. Vous avez construit votre identité autour de cette fonction. Il est temps de reconnaître votre propre responsabilité dans ce pattern. Pas pour vous culpabiliser, mais pour vous libérer. Parce que tant que vous continuerez à chercher votre valeur dans votre capacité à sauver les autres, vous continuerez à attirer des personnes qui ont besoin d'être sauvées. Et ces personnes partiront toujours une fois sauvées. C'est votre voyage de reconnaissance. Reconnaître que vous méritez d'être choisi pour vous-même. Reconnaître que l'amour véritable ne vous demande pas de vous sacrifier. Reconnaître que vous n'avez pas besoin d'être utile pour être aimable. Cette prise de conscience, c'est le début de votre propre guérison. Et contrairement à la leur, celle-ci vous inclut. Alors, comment on sort de ça? Comment on arrête d'être le laboratoire émotionnel de personnes qui nous quitteront une fois leur expérience terminée? Ça commence par une révolution intérieure, un changement radical dans votre rapport à l'amour et à votre propre valeur. D'abord, vous devez arrêter de confondre intensité et profondeur. Les évitants créent beaucoup d'intensité émotionnelle. Cette sensation d'être sur des montagnes russes, de ne jamais savoir à quoi s'attendre, de vivre des moments de proximité intense suivis de périodes de distance. Tout ça crée une addiction émotionnelle que vous prenez pour de l'amour. Cette intensité vous fait vous sentir vivante. Vous confondez l'adrénaline avec la passion, l'incertitude avec l'excitation, la rareté avec la préciosité. Vous pensez que si ça fait mal, c'est que c'est profond. Mais l'amour véritable, c'est différent. C'est plus calme, plus stable, plus prévisible. Et ça peut vous paraître ennuyeux au début, parce que vous êtes habitué au chaos émotionnel. Il vous faudra réapprendre à apprécier la paix, à valoriser la constance, à reconnaître que quelqu'un qui vous aime vraiment ne vous fera pas vivre dans l'incertitude permanente. Ensuite, vous devez apprendre à reconnaître les signaux d'alarme dès le début. Cette personne vous observe-t-elle comme quelqu'un qu'elle aime ou comme quelqu'un qui peut lui apprendre à aimer? Ces questions sur vous sont-elles motivées par la curiosité ou par l'analyse? Vous parle-t-elle de ses ex comme d'expériences d'apprentissage plutôt que comme de vraies relations? Attention aux personnes qui vous disent qu'elles ne savent pas comment aimer, qu'elles ne sont pas prêtes pour une relation, qu'elles ont peur de l'engagement. Ne prenez pas ça comme un défi, prenez-le comme une information. Mais surtout, vous devez changer votre définition de l'amour. L'amour, ce n'est pas être nécessaire, c'est être choisi. Ce n'est pas être utile, c'est être désiré. Ce n'est pas réparer quelqu'un, c'est grandir ensemble. L'amour vrai ne vous demande pas de vous diminuer pour que l'autre grandisse. Il ne vous demande pas de porter ses blessures en plus des vôtres. Il ne vous demande pas d'être patiente avec ce qui vous fait du mal. Et voici la partie la plus importante. Vous devez arrêter d'être disponible pour les projets émotionnels des autres. Quand quelqu'un vous dit qu'il n'est pas prêt pour une relation, croyez-le. Quand quelqu'un vous dit qu'il ne sait pas comment aimer, ne prenez pas ça comme un défi à relever. Votre travail n'est pas de convaincre quelqu'un de vous choisir. Votre travail est de choisir quelqu'un qui vous a déjà choisi. Cette révolution intérieure, elle change tout. Elle change le type de personne que vous attirez. Elle change votre tolérance pour les relations à sens unique. Elle change votre besoin d'être indispensable. Et elle vous mène vers quelque chose que vous n'avez peut-être jamais expérimenté. Être aimé pour qui vous êtes et non pour ce que vous pouvez donner. Vous commencez à attirer des personnes émotionnellement disponibles, des personnes qui savent déjà aimer et qui cherchent quelqu'un avec qui partager cette capacité, des personnes qui vous voient comme un cadeau, pas comme une solution. Vous n'êtes pas le projet de réhabilitation émotionnelle de quelqu'un. Vous n'êtes pas un laboratoire. Vous n'êtes pas un outil de guérison. Vous êtes une femme entière, complexe, magnifique, qui mérite d'être choisie consciemment, aimée pleinement et gardée précieusement. Et si vous vous sentez vu dans cette analyse, si quelque chose en vous reconnaît cette dynamique, écrivez-moi en commentaire. À quel moment avez-vous réalisé que vous étiez devenu le laboratoire émotionnel de quelqu'un? Parce que cette prise de conscience, c'est le premier pas vers votre liberté.